2019. Et puis, je vais passer la parole maintenant à Jean-Philippe Delsol. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat essayiste, avocat depuis le début des années 70, un conseil juridique à l'époque, le cabinet DMG. Vous êtes le président de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, un think tank européen fondé en 2002 et par des membres de la société civile issus de milieux académiques et professionnels, dans le but de développer une recherche indépendante sur des sujets économiques et fiscaux, auteur de plusieurs ouvrages. En 2013, Pourquoi je vais quitter la France. En 2016, L'injustice fiscale ou l'abus de biens communs. En 2017, Échec de l'État pour une société de libre choix. Et puis, en 2019, Éloge de l'inégalité, que vous dédicacerez d'ailleurs tout à l'heure. Vous avez choisi de traiter la question de l'excès des prélèvements obligatoires en France, ses effets sur les contribuables et la société. Jean-Philippe Delsol, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, je vous trouve vraiment très courageux. Parce que autant c'était passionnant, autant ça devient un peu long peut-être. Hein. Mais bon, je vais essayer de faire court, ils disent tous ça. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas me croire. Ce que j'aimerais avec vous, pour conclure peut-être, enfin, c'est pas moi qui conclurai, mais comme le dernier intervenant en tant qu'orateur, c'est essayer de poser la question, oui, on a compris bien sûr, vous le savez, vous êtes là parce que vous trouvez comme nous que les prélèvements augmentent sans cesse. Alors voilà, bon, que les prélèvements augmentent sans cesse, qu'ils augmentent sans cesse parce que les dépenses augmentent sans cesse, et vous en avez marre parce que ça ampute votre porte-monnaie, le nôtre à tous. Mais c'est encore plus grave que ça. Le problème, c'est que, au premier degré, bien sûr, payer plus d'impôts, c'est moins d'argent chez nous. Mais payer plus d'impôts, alors il faut que j'arrive à faire marcher ça. Bon, ouais. C'est plus fondamentalement d'abord une atteinte à la croissance. Or, attenter à la croissance, c'est en fait attenter à la vie économique d'une manière globale et de ce fait, donc, attenter secondairement à votre revenu. Vous voyez, un taux de croissance de 4% par an, ça multiplie le revenu moyen par habitant par 2 en 18 ans. Mais quand le taux de croissance est de 1%, comme il l'est pas très loin cette année et l'an dernier déjà, ça multiplie par 2 en 72 ans. C'est pas pareil. Bon. Et d'une manière générale, en fait, les États n'ont rien compris. En tout cas, l'État français n'a rien compris. C'est-à-dire que on continue à vivre en France, en politique en France, sur le mythe keynésien. Quand ça ne va pas, c'est simple, il suffit que l'État mette de l'argent dans l'économie. Il dépense plus. Comment il fait? Eh bien, c'est pas grave, il s'endette. On l'a vu tout à l'heure. Et éventuellement, il met plus d'impôts. Mais comme il dépense d'abord, il va booster l'économie. Eh bien, c'est tout l'inverse. Dans les années 60, vous voyez, on avait des dépenses publiques qui étaient de l'ordre de 35% et des prélèvements obligatoires qui étaient de 30% par rapport au PIB. On prend toujours cette mesure. On l'utilise depuis le début de cette conférence, on va continuer. Les taux de croissance annuels, ils étaient en moyenne sur la décennie des années 60, 1960, de 5,5%. Depuis les années 2010, donc 50 ans plus tard, les dépenses publiques, la moyenne, c'est 56%. Et le taux de croissance, au plus, parce que je crois qu'on ne va pas y arriver, c'est 1,5. En fait, la dépense publique ronge la société pour plein de raisons. Parce que la dépense publique est moins efficace que la dépense privée. Il y a des rouages, il y a des administrations, il y a tout ça d'ailleurs, la CANOL, l'IFRAP, contribuables associés, vous l'ont déjà dit, je ne vais pas le redire. Mais surtout quand au sein de la dépense publique, il y a des dépenses qui atteignent la propriété, et c'est l'essentiel en France de l'augmentation des impôts, en tout cas relativement, eh bien c'est encore plus grave, parce que quand la propriété est atteinte, et elle l'est d'abord par les taxes locales, alors on va continuer, eh bien c'est non seulement attenter à votre patrimoine, mais c'est attenter aussi à ce que je vais dire là, ce
que j'ai appelé la personne, à vos personnes, aux familles, et à la transmission. Alors, effectivement, tout à l'heure, on a donné les uns ou les autres des taux d'augmentation des impôts locaux, notamment des impôts locaux dans le Rhône. C'est bien plus encore au niveau national. Regardez, recettes fiscales des collectivités en 32 ans, multipliées par 5, et en francs constants et par habitant, multipliées par 2. Et sur ces dépenses, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'impôt foncier, qui a augmenté le plus. Et regardez ici, multiplié par 6,7 en francs courants, multiplié par 3,9 en francs constants, multiplié par 4 en 32 ans. Il faut dire les choses comme elles sont. Les collectivités locales ont, c'est incontestable, eu avec la décentralisation, etc., de plus en plus de tâches à remplir. Et l'État ne leur en a pas donné les moyens. Mais en réalité, l'État les a à la fois privées d'ailleurs de ressources, confère la taxe d'habitation, je ne vais pas y revenir maintenant, et en même temps a exigé plus d'elles. Mais aussi, elles ont beaucoup gaspillé. Or, atteindre la propriété, c'est atteindre nos libertés. Parce que la propriété, nos propriétés, qui s'érodent à force d'impôts, sont en fait l'assise de nos libertés. Alors, pour vous amuser, je vais citer Proudhon, curieusement. Proudhon, vous savez, Pierre-Joseph Proudhon, la propriété, c'est le vol. Oui, il a dit ça dans sa jeunesse, c'est vrai. En réalité, c'était l'un des plus grands défenseurs de la propriété. Et c'est lui qui avait compris, au milieu du XIXe siècle, qu'en fait, on avait besoin de la propriété pour se défendre nous-mêmes. Où, disait-il, où trouver une puissance capable de combattre cette puissance formidable de l'État? Et il répondait, il n'y en a pas d'autre que la propriété. Donc, c'est la raison pour laquelle, plus fondamentalement encore que ce qu'elle vient puiser dans notre porte-monnaie, la taxation de la propriété nous atteint dans nos ressorts profonds et donne toujours plus de pouvoir à l'État contre nous. C'est d'une manière plus générale ce que fait encore, et on va aller... attendez, j'ai été un peu trop vite peut-être, l'ensemble, ce que font... L'ensemble des impôts sur le capital. Alors, on a déjà parlé des droits de succession. Je vais juste vous donner un exemple. En France, l'impôt de succession en ligne directe, c'est 45% au-delà d'1,8 million, j'arrondis. En Allemagne, c'est 30% au-delà de 26 millions. Bon, on a peut-être compris pourquoi, avec ça et bien d'autres choses, effectivement, en Allemagne, tout n'est pas parfait, mais globalement, quand même, toujours notre fameux PIB, notre PIB par habitant en Allemagne, il est 20% au-dessus de la France. Il y a 30 ans, c'était le même. On avait le même PIB par habitant. Aujourd'hui, c'est 20% de plus. Et pourtant, ils ont supporté, et ça leur a coûté très très cher, la réunification. Parce que là, il y en a qui avaient fait avec les habitants une bouillabaisse et il a fallu qu'ils reconstituent un vivier. Et ça a coûté très cher. Donc, à l'IREF, nous avons calculé qu'aujourd'hui en France, sur les revenus du capital, sur le capital, eh bien, nous supportons 5 fois plus d'impôts que nous en supportons sur le travail, contrairement à ce que tout le monde dit. Et comme l'ont dit les uns et les autres, nous l'avons prouvé, et ça ne nous a pas été contesté. Parce qu'en plus des droits de succession, des taxes locales, il y a l'IFI. Ah, l'IFI. Oui, c'est vrai, l'ISF a profité à un certain nombre de gens, moins qu'on l'a dit, et Agnès avait raison sur ce sujet. Mais, ceci dit, la différence entre l'ISF et l'IFI, c'est un peu plus de 2 milliards. Et un peu plus de 2 milliards, qui ont été donc effectivement accordés à certains contribuables, eh bien, ce sont les propriétaires immobiliers qui continuent à le payer, puisque l'augmentation de la CSG de 1,7% sans compensation, ni pour les retraités, ce qui est une chose déjà qui leur a coûté très cher, et vous le savez, nombreux d'entre vous, c'est cette augmentation de 1,7% sur les revenus fonciers et les plus-values foncières
a rapporté l'an dernier à l'État plus de 2 milliards aussi. Donc en réalité, c'est bien le capital foncier immobilier qui supporte là l'ensemble des impôts qu'on a effacés par ailleurs. Mais plus généralement encore, si la propriété est effectivement naturelle à l'homme, ce qui est vrai, c'est que l'État, en grandissant trop, oublie qu'il est au service des individus. Et en fait, l'État croit être au service des individus en décidant pour eux. C'est l'État-providence, c'est l'État-nounou. Mais l'État-nounou... Ah non, alors attendez, ouais, ça fait... Ah oui, c'est peut-être... Oui, non, c'est pas grave. Attendez. C'est pas grave, c'est pas grave. L'État-providence, en réalité, qui veut décider pour nous, c'est un État qui, chaque fois, nous trompe. Et l'argument majeur aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure aussi, c'est l'égalité. Ah oui, l'État est là pour établir l'égalité entre nous tous. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut écrêter les propriétés de tous, car la propriété, c'est une atteinte à l'égalité de ceux qui n'en ont pas, au moins. Ah ben oui, bien sûr. Sauf qu'ils ne l'ont pas volé. Enfin, reprendre à ceux qui l'ont volé la propriété qu'ils ont volée, c'est bien. Mais à ceux qui l'ont gagnée, c'est mal. L'égalité justifie tout et justifie toutes les discriminations. C'est ce que j'essaye d'ailleurs d'expliquer dans mon ouvrage, l'éloge de l'inégalité. Titre provocateur, j'en conviens, mais il faut parfois savoir provoquer. Et donc, en réalité, le plus bel exemple que nous ayons là, ce sont les niches fiscales. Niches fiscales et sociales. En France, pour rappeler quelques chiffres simplement très rapidement, budget de l'État, j'arrondis là aussi, c'est 300 milliards, un peu plus. Et quand on enlève ce que l'État reverse aux collectivités locales, d'une part, à l'Europe, d'autre part, le budget de l'État lui-même, c'est un peu plus de 230 milliards. Eh bien, les niches fiscales et sociales, tout compris, sur la base non seulement de ce qu'on découvre dans les budgets, le budget de l'État, le budget de la sécurité sociale, mais aussi, comme la Cour des comptes le dit, c'est pas moi qui l'invente, même si je l'avais dit avant elle, mais elle l'a confirmé, tant mieux. Si on prend en compte les niches cachées, et il y en a beaucoup, je passe sur le détail, dans certains de mes ouvrages, je l'explique abondamment, on arrive aussi à 230 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État en est à un point de complication et en fait de difficulté pour atteindre ses budgets, que pour gagner 1 euro d'impôt, il est obligé d'en donner un autre. 230 milliards d'impôts de l'État, 230 milliards de niches. Et autant de niches, il y en a donc 700 d'après mon calcul avec tout ça, autant de niches, autant finalement d'injustice. Car la niche, c'est toujours quelque chose qu'on donne aux uns pour le reporter sur les autres, pour le prendre aux autres. Donc, cet État nounou est en réalité un État qui, au nom de l'égalité, crée l'inégalité et la spoliation par chacune de ses décisions. Alors, et pour terminer, comment réagir? Y a-t-il des solutions? Eh bien, oui, je crois qu'il y a des solutions. Il faut d'abord dépenser moins. Ce sujet a été beaucoup abordé. Je vais donc juste donner 2 chiffres qui vont vous faire comprendre que c'est possible. En France, aujourd'hui, là où l'État devrait assurer ses devoirs régaliens qui sont de rendre les hommes libres de leurs actes, leur permettre donc de vivre en paix, en sécurité, et avec une justice qui rend à chacun ce qui lui est dû. Eh bien, pour ces 3 fonctions régaliennes, sécurité intérieure, la police, la gendarmerie, extérieure, l'armée et la justice, les dépenses publiques représentent 2,4% du PIB, toujours mon PIB. Les dépenses sociales en France représentent aujourd'hui 33% du PIB. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de dépenses sociales. Dans ces dépenses sociales, il y a la retraite, par exemple. Bien sûr qu'il faut des retraites. Bien sûr qu'il faut des assurances maladie. Mais si le problème, c'est que ces dépenses, parce qu'elles passent par la grande machine publique,
coûte une fortune. Et la solution, c'est de remettre de la concurrence là-dedans. C'est de faire en sorte que, aussi, nous ayons le choix de nos dépenses sociales. Obligés peut-être de nous assurer à l'assurance maladie, mais en choisissant notre assurance maladie. On le fait bien pour l'assurance automobile, et ça ne marche pas si mal, et les risques sont aussi importants. Et par contre, on sait bien quand on choisit d'assurer notre automobile, en mettant en concurrence les compagnies et les mutuelles, qu'on peut gagner beaucoup. Eh bien, ce serait la même chose. Rendons le choix aussi pour choisir l'école de nos enfants. Savez-vous que nous sommes dans un établissement privé? Un étudiant ici coûte 2 fois moins cher qu'à l'État. Un étudiant en primaire dans vos écoles, dans les écoles dites libres, qui le sont de moins en moins, si tant est qu'elles le soient encore un peu, mais si un peu justement parce qu'elles sont 2 fois moins chères que les écoles les mêmes étatisées. Donc il y a là des gains à faire et un choix à rendre à chacun d'entre nous. Et puis il y a, et j'en termine par là, des solutions aussi dans l'impôt. Alors d'abord, un impôt direct payé par tous, qu'il ne devienne pas, qu'il ne nous oblige pas à cette tyrannie de la majorité que Eudes a décrit tout à l'heure, et je partage son avis. Un impôt neutre. Le rôle de l'impôt n'est pas de redistribuer. Le rôle de l'impôt n'est pas d'assommer ceux qui sont riches parce que riche, c'est mal. Alors qu'en tuant la richesse, en réalité, on appauvrit les pauvres. L'impôt doit être neutre, c'est-à-dire faire en sorte que, autant que possible, et ça n'est jamais parfaitement, il laisse les hommes dans la situation où ils étaient avant l'impôt, après qu'ils l'aient payé. Et puis, un impôt simple, si possible, parce qu'il devient si compliqué aujourd'hui avec ces 700 niches dont je vous ai parlé, avec tous ces taux, ces abattements, etc., que plus personne ne sait à quelle sauce il va être mangé. Et donc, la solution, car elle existe, c'est un impôt proportionnel. Aucun impôt n'est parfait. Le meilleur impôt, c'est l'absence d'impôt. Mais ce n'est pas possible parce que vivre en collectivité suppose des institutions qu'il faut faire vivre. Je crois donc que l'impôt proportionnel, ce que dans un anglicisme qui n'est pas de bonne allure, mais on appelle la flat tax, eh bien c'est possible, et c'est possible dans des conditions qui permettent de satisfaire tout le monde, parce qu'on peut mettre des abattements à la base pour éviter d'avoir d'un seul coup à faire repayer l'impôt sur le revenu à ceux qui ne le payent pas aujourd'hui. Il faut que ce soit très progressif. Encore que peut-être un tout petit peu, on pourrait avoir un tout petit taux pour que tout le monde le paye. Et que les deux taux, le taux normal, que nous, à l'IREF, nous estimons à 15%, dans ce cas-là, ça suffirait. Si l'assiette de l'impôt était sans niche, c'est-à-dire comme l'assiette de la CSG, eh bien, un tout petit taux, 1-2% pour tout le monde, sur tous les revenus, et les deux taux étant liés pour qu'on n'augmente pas l'un sans augmenter l'autre, que tout le monde soit responsable. Il y aurait là, sans doute, des solutions qui, sans être très compliquées, permettraient à la France de retrouver plus de force qu'elle n'en a aujourd'hui. Et je termine en vous citant Turgot qui, en fait, écrivait en 1774 au roi Louis XVI qu'il pouvait encore sauver la France, mais que pour ce faire, il fallait qu'il emploie des recettes. Vous avez son texte ici, je le vous lis tout en entier. Point de banqueroute, ni avoué ni masqué, point d'augmentation d'impôts. La raison est dans la situation des peuples, et encore plus dans le cœur, il disait, de votre majesté, nous pourrions dire de la République. Point d'emprunt, parce que tout emprunt diminue toujours le revenu libre. Il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute ou l'augmentation d'imposition. Et pour remplir ces 3 points, disait-il, j'ai résumé ici, il n'y a qu'un moyen, c'est de réduire la dépense en dessous de la recette. Vous le voyez, le monde ne change guère, il faut sans cesse se battre pour le remettre à l'endroit, nous y contribuons.